Et coucou tout le monde, c'est Laura, bienvenue dans ce 8e épisode des Phoniques BD, hein, là où je, là où je parle un peu des bandes dessinées que j'ai lues au mois d'août. Donc le mois d'août c'était un mois relativement tranquille, je dis bien relativement parce que j'ai quand même quelques lectures, puisque les librairies, pas, non, les librairies étaient ouvertes, mais les éditeurs étaient fermés. En tout cas, il n'y a aucune publication jusqu'au 20 août, donc beaucoup peu de sorties. J'ai fait quelques relectures. Et ensuite, les sorties vont recommencer, donc j'ai repris les lectures. Et c'est surtout le mois de septembre que je m'attends qu'il soit bien costaud. Mais au moins, ce mois-ci, on aura un mois plutôt tranquille, en théorie. Et là, t'en as un problème de son. Oui, voilà, tac. Voilà. Je disais bien, c'était pas la musique que je vais mettre. Du coup, ce mois-ci, on a quoi, une petite dizaine de bandes dessinées. Pas de manga, hein, on n'aura pas de My Hero Academia ce mois-ci, hein, exceptionnellement. Voilà, ce sera la pause du mois, de l'année. Et non, principalement de la bande dessinée et vite fait du comics. Très peu aussi. Ça va changer des mois habituels. Donc, c'est parti pour le mois d'août. Et on commence par tout de suite The Boys, le tome 4, 5, 6, puisque c'était une relecture, j'ai relu les derniers tomes de la série. Je les avais lus, je crois, en juin dernier, où j'avais déjà présenté un petit peu le tome 1, 2, 3, et donc là, on passe sur la suite. Donc, The Boys, je vais pas vous faire résumer le début de la série, je vais faire au moins le résumé de ce qu'on trouve dans ces trois volumes-là. En fait, les petits gars, les boys en anglais, ils cherchent à mettre à terre la société de super-héros Vote, bon, voilà, la société, voilà, la société américaine, qui voudrait fournir des super-héros euh, à l'armée. Donc les petits gars, ils sont pas d'accord et ils vont essayer d'empêcher Vote américain. Hop, je fais un petit réglage. Voilà. Bon, les couvertures, je les trouve assez horribles, hein. En gros plan, là, je sais que Garcinis est fan, mais pas trop. On y reviendra après. Donc cette série est créée par Garcinis et Darick Robertson, hein. Bon, j'en avais déjà parlé il y a 2 épisodes de ça. Donc on va tout de suite plutôt passer au dessinateur qui est principal de cette deuxième partie. Et là, je m'aperçois que j'ai une énorme faute à Garcenis, c'est marqué Garcenis. N'en tenez pas compte, hein. Le vrai nom, c'est celui-là. Tac. Donc du coup c'est Russ Brown. Russ Brown, il a commencé par le comics, hein, en travaillant chez DC, donc sur du Justice League. Il a fait quoi d'autre aussi, du Batman, sur Thing, enfin, pas mal de titres de chez DC. Puis ensuite il est parti, il a complètement changé de domaine, enfin pas complètement non plus puisqu'il restait dans le dessin, il est parti dans le département animation de Disney où il a travaillé sur des films. Il a travaillé sur Mulan, Cusco, Lilo et Stitch, Frères des ours, je sais que j'en oublie un. Allez, je prends les regarde les notes. Tarzan. Il a travaillé sur un petit peu tout ça, et puis il est revenu ensuite dans la bande dessinée, il a fait quelques travaux de commande, enfin de collaboration un petit peu partout, l'univers de Fable, Fable en plus, c'est raccord avec ce qu'on va parler plus tard, et puis ensuite il a atterri sur The Boys avec Garcenis. Garcenis l'a embarqué avec lui puisqu'il a créé le personnage de Jimmy Bastards, que Rose Brown dessinait également. Passons un peu aux images de ces tomes-ci, hop, hop. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ces 3 derniers tomes? Donc, les 3 premiers, c'est, on va dire, une mise en place de toutes les intrigues. Et dans ces tomes 4, 5, 6, c'était la résolution des intrigues. Jusqu'à là, tout va bien, tout va bien. En fait, surtout dans le tome 4, on a beaucoup de révélations, et ensuite on conclut un petit peu tous les arcs narratifs dans le 5 et 6. Dans le cinquième, il y a également tout un flashback sur Butcher, le personnage principal, c'est pas lui, c'est Tiui. Euh, donc, un flashback que j'ai pas trouvé très intéressant, hormis quand le flashback se raccordait avec les événements déjà un petit peu racontés dans The Boys. Donc ça permettait de préciser un petit peu plus, mais tous les autres sur la guerre des Malouines, la guerre des Malouines c'est quelque chose, je pense que nous français on connaît pas plus que ça, moins que les anglais en tout cas, puisque Garcinis est anglais. Pour moi, pas forcément aux fans de cet arc là. J'ai beaucoup aimé les péripéties du tome 4 avec l'équipe, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, l'équipe de super-héros, Super Pépère, traduit en français comme ça. Le nom est quand même pas terrible, mais c'est des super-héros qui sont un petit peu, comparés à tous les autres,
qui sont quand même qui ont des grosses déviances, eux ils sont normaux, ils sont juste complètement nuls, c'est tout. Et coucou Armantis, comment ça va? Donc oui, Super Pépère, moi c'était vraiment l'arc qui m'a bien fait marrer. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté? Oui, par rapport à la conclusion de l'histoire, puisqu'on arrive du coup dans le tome 6 qui conclut toute l'histoire, j'ai bien aimé, donc elle est en deux parties, le tome 6 c'est en deux parties. Première partie qui clôt un arc narratif. J'ai bien aimé la conclusion, petite révélation là qui change un petit peu tout et c'était vraiment sympa. Et il y a la deuxième qui vient conclure l'histoire, je l'ai trouvé presque en trop. Mais en fait finalement c'est logique par rapport à tout ce que la série a développé jusqu'au tome 6, c'était assez logique. Et donc, oui, Armantis, ça va très bien, hein, je te remercie. Et puis, ça a à voir avec la série, tout à fait. La série The Boys, qui est disponible sur Amazon Prime, c'est adapté, librement adapté en tout cas des comics. Autant la première saison s'adaptait pas mal, la deuxième prenait déjà beaucoup de liberté, et la troisième n'a plus rien à voir. Avec le personnage du petit soldat, entre son apparition dans The Boys et son apparition dans. Et puis même son traitement dans la saison 3 n'a absolument rien à voir. C'est même carrément un personnage, mais plus que secondaire dans un contre-petit papier. Et c'est beaucoup. La série télé est quand même bien édulcorée, hein. Donc voilà. La série, ce qui me dérange beaucoup sur cette série, c'est qu'on va reprendre des personnages. Et donc ça va nous dire, nous, fans de comics, enfin fans du comics en tout cas, de dire mais ce personnage je le connais. Mais le problème c'est qu'on a pris le nom, mais on a complètement changé. Soit ses caractéristiques physiques, mais ça à la limite ça peut être du détail, sauf à 2-3 mots, mais surtout leur personnalité. Du coup, on a pris des noms, mais on aurait pu l'appeler Bidule Chouette, ça aurait été marché pareil. Aucun super-héros s'appelle Bidule Chouette, mais voilà, c'est pour illustrer le propos. Rien que si allez, micro-spoil, attention, bouchez-vous les oreilles, le personnage est la petite Nina. Puis après, dans la saison 3, c'est la fin du spoil, hein, globalement. Ce personnage-là, elle s'appelle la petite Nina, c'est qu'elle est en fait très grande. Elle doit faire 1m50, voire beaucoup moins dans la BD. Et là, ils en ont fait une fille, et là dans la série, ils en ont fait une femme d'1m80. Alors que voilà, ce qui s'appelle la petite Nina, c'est parce qu'elle fait 1m50, pas 1m80. Donc voilà, c'était ça qui était bizarre, et en plus, elle a rien à voir du tout avec dans la BD ou voilà, je veux pas trop rentrer dans les détails, hein, sinon là on interdit moins de 18 ans. Hein. Il est que 18h, donc c'est un petit peu tôt pour parler de tous les événements de The Boys. Donc non, voilà, la série, j'aime beaucoup, mais en tant que série, pas en tant que fan enfin, en tant que personnage du comics. Oui, voilà, tu t'en souviens pas, c'est pas grave non plus, c'était un personnage qui est pas forcément. Très secondaire dans la série télé, que très secondaire dans la BD, mais elle est présente quand même dans un arc narratif et elle a particulièrement marqué, surtout sa fin. Donc voilà pour The Boys, tout ce que je voulais dire de plus. Donc oui, The Boys, ça reste une série quand même assez sympa, très bas du front, hein, par contre. Hein, de toute façon, on le voit sur l'image précédente où globalement le personnage qui était très très gros, il a perdu son zizi. Voilà ce qu'il est en train de dire un peu dans ses plans. Quand on dit que c'est bas du front, c'est bas du front, hein, c'est même plus, c'est le front très très bas. Mais après voilà, ça fait quand même du bien de lire ce genre de BD qui casse un petit peu les codes des comics de super-héros, mais même des super-héros. Tiens, regardez, là on voit la fille qui peut passer à travers le mur et qui se prend le mur. Voilà, c'est très drôle. À noter aussi quand même que du coup, dans la série, il y a un changement de dessinateur, hein, Derek Robert. Il y a plusieurs changements de dessinateur, hein, plus ou moins réussis, enfin, avec plus ou moins avec des styles différents, donc on apprécie moins. Mais par rapport aux dessinateurs principaux, donc Derek Robertson et ensuite Ross Brown apporte son propre style, mais s'inspire un petit peu de ce qui est fait précédemment, donc du coup ça choque pas trop. Et ça donne une certaine continuité, et les couleurs restent aussi, je pense que le coloriste est le même, c'est toujours Tony Avigna. Du coup, ça garde la continuité et ce n'est pas dérangeant pour ce changement de dessinateur. Donc la série est terminée, il y a une ressortie d'un omnibus qui est sorti au mois de juin. Je pense qu'il y a le tome 2 de l'omnibus qui doit conclure sans doute la série, va sortir prochainement. Je sais, j'ai pas de date. Il y a eu aussi un spin-off qui est sorti récemment, Dear Becky, donc chère Becky, qui était la fan de Butcher. C'est complètement dispensable, hein. Je vais pas du tout accrocher.
ça prolonge l'histoire. Je crois que ça a été surtout sorti à la fin de la pandémie pour relancer un petit peu Image Comics en disant tiens on ressort un comics The Boys. Vous savez pas, ça attire les gens dans les librairies, dans les comic shops. Voilà pourquoi ils ont fait ce titre, mais c'est quand même très dispensable. Voilà pour The Boys. Terminé avec ça. On va passer à la suite. Et là, on arrive sur du comics, non du comics, non, c'est pas un comics, c'est une bande dessinée européenne, sauf que, bah, comme vous pouvez aller le voir, c'est pas tout à fait la même taille. Hein. Si on prend une autre bande dessinée, voilà, c'est une bande dessinée, L'Homme Gribouillet. Voilà. Voilà, on est tout juste sur une grosse pagination hein, de près de plus de 300 pages. Tiens, bon, un bon pavé en souple. Moi, je suis pas fan du souple, mais bon, ça se lit bien pour la taille du livre. Donc, L'Homme Gribouillet, ça nous raconte l'histoire d'une mère et sa fille qui vont se lancer dans une enquête pour un peu découvrir tous les secrets familiaux, et c'est teinté aussi d'éléments fantastiques qui se greffent au récit, dans un Paris d'aujourd'hui où il pleut beaucoup. Et après, on passe aussi en province, mais ça, c'est l'histoire qui nous y emmène. Du coup, je vous avais déjà parlé de l'auteur Serge Lehmann pour Masqué, donc sur une bande dessinée qui parle d'un super-héros français. Et donc, du coup, bah, pour prolonger un petit peu avec lui, pour rappel aussi, il a scénarisé Les Brigades Chimériques, qui parlent de super-héros. Là, je vous donne les notes parce que j'ai pas tout retenu. Auparavant, il était romancier, puis il a basculé dans la presse écrite pour quelques rédactions d'articles, de journaux. Et puis derrière, il est aussi le scénariste du film basé sur la trilogie Nicopole d'Enki Bilal, Immortel. Le film, j'ai dû voir 20 minutes avant de craquer, j'ai pas du tout accroché. Je n'ai pas lu non plus le Enki Bilal. Je n'ai quasiment rien lu de Enki Bilal. C'est pas bien. Quelqu'un qui dit oui, je vous parle de bande dessinée, j'ai pas lu Enki Bilal. Voilà. Bon, c'est mis à coup de pas. Donc ensuite, il est tombé dans la bande dessinée où on l'a retrouvé sur pas mal de titres. Ensuite, le dessinateur Frédéric Peters. Alors, donc lui, il a aussi participé au scénario de L'Homme Gribouillet. Et auparavant, sur tous les ouvrages qu'il a scénarisés ou dessinés, et dessinés même parfois, je vais retenir dans Les Pilules Bleues, en pilule bleue d'ailleurs tout court, ce qui est une histoire sur une mère séropositive et qui a un fils qui est également séropositif. Un récit assez lourd, c'est une adaptation par Arte de ce livre qui a été plutôt enfoncé quand même par la critique. J'ai ni vu le film ni lu le livre, mais bon, je vous en parle parce que c'était fait par Frédéric Peters. Passons, ma souris elle est passée où? Elle est là. Ah, ça serait mieux pour changer de page. Hop, on vient ici. Tac. Ah, la souris marche pas très bien sur les livres. Tac. Voilà quelques images de la BD. Donc c'est en noir et blanc, mais ça marche très très bien. Donc c'est déjà une BD quand même qui est assez atypique par rapport à ce que j'ai d'habitude. Hein. D'habitude c'est des BD classiques en format franco-belge, celui comme vous venez de voir, en 48, 56, 64 pages, mais pas des paginations non plus énormes. Et puis là en plus on est quand même sur du récit plutôt, j'allais dire pas fantastique, pas d'heroic fantasy, pas de science-fiction. Il y a du fantastique, mais bon, c'est pas le gros du livre, même si ça parle quand même d'éléments, c'est quand même des éléments. Et coucou Bob, comment ça va? Donc voilà pour L'Homme Ribouillet. Donc il y a toute une donc tout ce secret de famille justement. On va essayer d'apprendre, on va essayer de le décrypter et tout. Enfin là où nous emmène le récit justement, c'est creuser pourquoi il y a ce secret, comment, tout ça. Il y a pas mal d'interrogations et c'est avec ces éléments, avec ce Paris très pluvieux. Je trouve que les dessins bah, sur cette page là, on le voit très bien. La pluie, le sol qui reflète les murs et tout, les lumières, enfin jeu de lumière en noir et blanc, ça existe aussi. Et là franchement c'est quand même bon, du très très bon boulot. On passe un très bon moment parce que l'histoire est très rythmée. C'est ce qu'on appelle presque un page turner, c'est-à-dire qu'on arrive en fin de la page et tu fais ah oui, je veux savoir la suite. Hop, on tourne la page. On arrive en bas, ah ouais, je veux savoir la suite, etc., etc. Ça le fait pas partout, mais surtout fin de chapitre, puisque les récits découpés en chapitres, ça veut savoir la suite. Bon, quand même, il y a quand même des défauts hein, sur cette bande dessinée. Hein, je trouve, par rapport à ce que je trouve, qu'il manque une explication sur les éléments fantastiques. Ils sont là, mais c'est au lecteur de faire l'effort de les accepter
Et c'est pas le récit qui nous dit, ben, c'est normal, puisque c'est tel truc, ouais. C'est pas trop expliqué. Ça, pour moi je trouve que c'est un gros manque. Et la fin. La fin, l'histoire est conclue, y a pas de problème, mais c'est vraiment, c'est... Enfin, voilà, c'est... Allez, salut maintenant, pouf, je coupe le stream. C'est un petit peu ça, j'ai fini de parler de l'ordre Ribouillet, allez, salut. C'est comme ça que le récit se termine. C'est dommage, un petit épilogue à la fin sur 2-3 pages, pas grand chose, mais ça aurait été bienvenu. Surtout que, vu la taille du livre, ils sont pas... Ils étaient pas limités à 2-3 pages. Donc c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait. Donc voilà pour les... pour l'ombre gribouillée, hein, ce qu'il faut quand même rajouter toujours par rapport aux les éléments fantastiques. Alors, en tout cas, c'est ce que j'avais noté. Une autre chose à dire, c'est qu'on peut accepter qu'il y ait un homme volant, qu'il y ait un type qui se déguise en homme chauve-souris, mais derrière, faut nous expliquer pourquoi il le fait. Là, pour Batman, c'est lui l'homme chauve-souris, on nous explique quand même qu'il est milliardaire, donc il a les moyens de faire ça, le temps aussi. Et puis il y a la mort de ses parents qui l'a traumatisé. Du coup, il y a une explication. Il accepte ensuite que de voir un homme volant, enfin un homme chauve-souris, Superman on l'accepte parce qu'il aime Krypton et tout. Là, on n'a pas ces explications, c'est un petit peu dommage. Voilà pour l'homme gribouillé. Donc c'est quand même quelque chose qui est sorti. C'est une bande dessinée qui est sortie il y a un petit moment, mais je pense qu'il y a eu des rééditions parce qu'il a très bien fonctionné. Donc je pense qu'il est encore trouvable facilement en librairie ou en commandant sur les sites spécialisés bande dessinée. Voilà pour l'homme gribouillet. Passons à la suite. Et la suite, c'est Valérian. Et c'est le tome numéro 10. Oui, je n'ai pas commencé. C'est mon premier volume de Valérian, je commence au tome 10. J'y reviens juste après. Donc Valérian, c'est une BD qui est sortie il y a... j'ai pas noté de date, il y a longtemps. Il y a longtemps, en tout cas, celui-là, c'est années 80, je crois que c'est 81 pour ce tome 10. Donc ça commence à dater. Valérian et Laureline, puisqu'aujourd'hui la série est plutôt appelée Valérian et Laureline. Titre qu'ils ont oublié sur la version Hachette, que je dois voir. Je pense que c'était Hachette. Non, ce n'est pas écrit, mais on va dire de la collection que j'ai récupérée. En tout cas, c'est juste Valérian. Donc ce sont des agents spatio-temporels qui vont faire différentes missions. Voilà, j'ignorais absolument tout de Valérian avant de voir le film et de lire surtout le bande dessinée. Donc là on a une enquête croisée entre Valérian se trouve dans le Paris des années 80 et Laureline, elle est au fin fond de l'espace, dans le futur. Voilà. Et il y a une enquête croisée qui se déroule entre les deux. On va donc pour les auteurs, on va surtout retenir que Pierre Christin ou Christine, je ne sais pas comment ça va se prononcer. Moi je vais l'appeler Pierre Christin. J'ai envie. On le connaît beaucoup pour les scénarios qu'il a signés avec Jean-Claude Mézières sur Valérian, et aussi tous les ouvrages qu'il a signés, qu'il a scénarisé en tout cas pour Enki Bilal. Et pour Mézières, hein, ça va être difficile de le séparer de Valérian. C'est quand même son gros œuvre. Et c'est aussi compliqué. Même s'il en a fait énormément, il a écrit énormément d'autres bandes dessinées que je ne vais pas vous sortir, puisqu'il a quand même plus de 70 ans de bande dessinée derrière lui. Donc c'est impossible de pouvoir vous sortir tous les titres. Là, j'en en aura pour... je crois que je dois rendre l'automne à 20 h, ça va être chaud, quoi. Donc non, voilà. C'est quand même Mézières, il a fait beaucoup de choses. Oui, puisqu'il a, voilà, il a fait quand même pas mal publier des histoires en plus dans des magazines comme Pilote ou Metal Hurlant, donc plein de petites histoires, plus des volumes aussi en entier. Pas mal de choses. Donc, hop, quelques images, je reviens là par ici, souris. Donc, Valérian, c'est quand même pas de chance pour moi. Je commence à lire Valérian, ce tome 10, qui est le seul volume dans toute la collection à être la suite du précédent, la suite directe du précédent. Donc, j'arrive directement dans l'histoire, je ne prends rien. Parce qu'il y a un résumé au début. J'ai rien compris. Je vous lis un passage. Résumé. Alors, attendez, c'est où Voilà, c'est ce que Valérian, envoyé du futur par Galacity, qu'inquiète de telles anomalies dans la trace spatio-temporelle. C'est force de comprendre.
il manque des choses, il manque des mots, des virgules, tout ça. Voilà, comment voulez-vous que je m'en sorte quand il manque des choses dans les résumés? C'est ce que Valérian, envoyé du futur par Galaxity, qu'inquiète de telles anomalies dans la trame spatio-temporelle, s'efforce de comprendre. Voilà, je vous ai fait l'intonation avec les virgules, hein. Moi je ne la comprends pas. Donc, j'ai absolument rien compris du scénario de départ. Et ensuite, dans l'histoire, j'ai eu du mal justement à savoir qu'est-ce qu'allait faire Laureline dans l'espace, pourquoi Valérian, enfin qu'est-ce que devait faire Valérian sur Terre, je sais pas trop. Surtout que j'ai eu l'impression que les différentes cases, d'ailleurs on le voit un petit peu sur cette image-là, elles ne se répondent pas. C'est limite, on va voir une image de forêt, puis l'image d'après, on va voir l'espace, puis après, on va voir un temple en ruine, j'en sais rien. Les cases ne se répondent pas toujours. C'était assez étrange, un peu eu de mal. Surtout que Valérian, durant le récit, il a un petit peu des hallucinations. C'est très bien foutu d'ailleurs, hein, les hallucinations, mais ça perd un peu plus le lecteur. Enfin, en tout cas, qui ne connaît pas, je ne comprends rien. Donc non, c'était pas la meilleure rencontre pour Valérian et Laureline. En sachant que la première rencontre était quand même le film qui était pas toujours qui avait de bonnes idées, mais qui était quand même pas terrible dans ton film en tout cas. J'ai quand même apprécié quelque chose, c'est les échanges qu'il y a entre Valérian et Laureline, parce que même s'ils sont séparés par des années, un bon millénaire et des milliers d'années-lumière, euh, ils peuvent communiquer. Il n'y a pas de problème, c'est de la SF, on l'accepte. Par rapport au fantastique, ou on n'accepte pas forcément. Ah non, on accepte. Et j'ai bien aimé, puisque Laureline est assez acide envers Valérian, et donc ça rend les échanges assez sympas. Ensuite, qu'est-ce que j'avais dit de noter? Oui, j'ai aussi, par rapport au dessin, j'ai toujours un peu de mal sur les BD qui datent avant les années 90, voire même des fois avant les années 2000. Euh, j'ai voilà, j'ai un peu de mal, ça c'est vraiment personnel. Ça reste bien dessiné, je pense que ça reste bien dessiné, mais personnellement, j'accroche. Voilà un petit peu pour Valérian. J'ai encore trois autres bandes dessinées de la même collection à lire. Euh, J'espère que ça sera mieux que celui-ci. Pour moi, parce que voilà, Valérian, il a son public. Pour l'instant, ce n'est pas moi. Moi, ça y est, j'ai enfin lu Valérian. Allez, ça c'est check. Valérian, c'est check. Pour l'instant, j'aime pas. Mais il y a des qualités que je n'ai pas su apprécier, mais il y a des qualités. Voilà donc pour Valérian. Ils sont à comme tu vas dire. Et, et on va parler des druides. Alors les druides, ça c'est une bande dessinée qu'on m'avait prêtée. J'en avais parlé le mois précédent, on avait fait tout le premier cycle, donc du tome 1 au tome 6. Là, on a le deuxième cycle du tome 7, 8, 7, 8, 9, tout simplement, qui conclut ensuite la série. Donc, la série, donc là, sur cet homme-là, on a une nouvelle enquête du duo de druides, donc un druide qui a vraiment existé, mais les histoires non, et de son apprenti, hein, toujours penser au nom de la rose. Et c'est cette fois-ci, on a toujours Jean-Luc Christine et Jacques Lamontagne au scénario et au dessin. Par contre, la personne qui était spécialisée dans la culture celtique, qui avait aidé à la rédaction du premier arc, ne revient pas sur cette suite de série. Voilà pour l'histoire en général. Hop, passons les images. Donc les images, les dessins, j'adore toujours, en sachant que c'est quand même fin année 2000, début 2010, à peu près, les dessins, et je trouve qu'ils ont un trait très moderne qu'on trouve aujourd'hui dans les séries des mondes d'Aquilon. J'avais dit ça précédemment, mais là, toujours, moi, ça marche au fond. Par contre, il y a une petite déception sur cette enquête. Euh, Elle est plaisante à suivre, hein, on est curieux de savoir comment elle va se terminer, mais elle marche moins bien que la première. Déjà, le prétexte pour appeler les druides est un peu plus léger. Dans le premier arc, c'était parce qu'il y avait des meurtres, enfin des morts qui étaient morts sous j'allais dire un culte, oui si, sous un culte druidique. Du coup, on a fait appel à un druide pour savoir, bon, pourquoi il a été coupé et il est installé comme ça. Ah non, le druide pouvait aider. Là, il y a moins de logique, ouais, bon,
passons, mais c'est surtout sur la fin, sur la conclusion, je trouve que le personnage principal, on lui fait vraiment changer d'humeur, sans trop expliquer pour... Enfin, c'est un peu trop abrupt, ou alors c'est même pas... Ça change vraiment tout ce qu'il a été pour moi avant. Donc c'est dommage. La personne qui m'a prêté la bande dessinée a pensé exactement la même chose. C'est ah bon? Mais pourquoi il fait ça? C'était un peu surprenant. Donc déception. Est-ce que aussi c'est le premier arc était en 6 volumes, là on en a 3. La série commençait peut-être, je dis bien peut-être, là c'est du supposition, à décliner, du coup il fallait la conclure et donc il a été sur la conclusion qu'il avait prévue au départ, mais il a été un peu plus vite et on n'a pas pu voir une transition tranquille. Donc c'est gros point noir sur ce deuxième cycle. Par contre voilà, je conseille vraiment le premier si vous arrivez à le trouver. Je pense que ça peut être un peu compliqué, mais si jamais vous arrivez à le trouver, ça conclut bien, je trouve, l'histoire. Là, le deuxième, ça conclut, mais c'était un peu plus dispensable ce deuxième arc. Mais c'était une bonne lecture quand même. Passons à la suite. On peut faire un peu plus vite sur celui-là. Ah, Vesper. Vesper, je suis très content de vous en parler. C'est une série qui a marqué. Comment je suis arrivé à cette série? C'est de la fantasy. C'est simple, la couverture. Je vais vous montrer la couverture du tome 1. Viens ici. Voilà. Moi, quand j'ai ça comme couverture, hop, on va éviter le reflet, hop, une jeune femme, une femme, avec une épée qui a une espèce d'œil et tout, ça me dit une femme badass, parce qu'en plus, avec le maquillage autour des yeux, on sent que c'est une femme forte, et une épée magique. On est dans de la fantasy, dans de l'heroic fantasy. Moi, je craque, j'ai pris ça en voyant qu'à l'arrière, il y avait un tome 2 à apparaître, et il a mis un an à arriver, ce qui est logique. Donc du coup, j'étais à fond sur cette série. Et il y a ce tome 2 qui sort, et je vais me permettre de vous en parler, et je suis très content. Donc, déjà, de quoi parle Vesper? C'est avec l'histoire de Vesper, donc du tome 1, pas celle du tome 2, puisque ça serait quand même avec pas mal de spoil. On va éviter, surtout que c'est la première fois que vous en parle. Donc Vesper, c'est une personne qui est mi-humaine, mi-chimère. Globalement, elle ressemble à un être humain, mais elle peut utiliser la magie. La magie, c'est mal vu dans ce monde-là. Sinon, il y a l'église qui peut te tomber dessus, et ensuite chasse aux sorcières, tout ça, tout ça. Elle aide un prince pour essayer, pour reconquérir un territoire. Tout est expliqué, en tout cas, tout le monde de Vesper est expliqué en début de livre. Du coup, ça me permet de comprendre un petit peu comment tous les tenants et les aboutissants, et c'est qu'on arrive directement au cœur de la bataille, où parce que Vesper aide un prince à siéger une ville. Ensuite, le prince, il a peut-être des prétentions sur le trône, tout ça, il y en a qui sont pas très contents, et vu que Vesper, même si elle utilise la magie de manière un peu cachée, les gens savent sa part, donc ça va être aussi un point pour peut-être changer la destinée du prince. J'en dis pas plus, ça c'est le point de départ. Et la magie c'est mal. En tout, la magie, j'aurais même envie de dire, la magie c'est pourri. Mais dans ce monde-là, oui, c'est le mal. Il ne faut pas utiliser la magie. Même si c'est complètement faqué, Vesper elle est assez puissante. Voilà pour l'histoire de départ de Vesper. Donc il n'y a qu'une seule personne qui est aux commandes de Vesper, il s'appelle Jérémy. Voilà. C'est un pseudo, c'est son prénom, c'est son nom, je pense pas, mais voilà, j'en sais pas plus. C'est un dessinateur qui était sur la série Barracuda de Jean Dufaux et qui a aussi fait dessiné la série des Chevaliers d'Héliopolis d'Alejandro Jodorowsky. C'est quand même deux bons noms de la bande dessinée. Et là, du coup, là, il est scénariste, dessinateur de Vesper, coloriste aussi. Et en plus, il a aussi fait un jeu vidéo sur Vesper. Putain, j'aurais dû mettre le lien. Tant pis. Donc, quelques images donc, de ce tome 2. Hop, tac. Donc, j'ai trouvé déjà le tome 2 qui est meilleur que le tome 1. Pourquoi? Dans le tome 1, on arrivait déjà dans ce monde qu'on ne connaissait pas. Donc, il a fallu nous le présenter. Et vu qu'il fallait quand même que l'histoire, elle avance, les péripéties se font enchaîner. Que ce soit tout de suite on est dans la bataille, hop, l'élément perturbateur, péripéties, les personnages sont un petit peu éclatés un peu partout, puisqu'on voyait les manigances de l'église, on voyait aussi le prince, on voyait Vesper. Il y en avait un petit peu de partout. C'est un format classique de bande dessinée, je pense qu'il doit faire 56 pages, c'est ça, sur du 56 pages. Pareil pour le tome 1.
Du coup, l'histoire, elle avançait énormément, mais on s'intéressait pas assez à l'héroïne. On voyait qu'elle était forte, mais il manquait quelque chose. C'était une petite déception ce tome 1, mais l'univers il y avait quelque chose dans l'univers. Le tome 2 est sorti avec une couverture, ce type avec la, enfin, oui, la couverture fonctionne aussi chez moi là encore à fond, et surtout ce personnage qu'on trouve dans la BD, hein, puisque c'est quand même le nom de l'archimériste qu'on trouve là. Hein. Il a la main ici, ça me fait beaucoup penser au film de Guillermo del Toro, Le Labyrinthe de Pan, où il y avait la créature qui avait des yeux dans les mains et qui nous faisait un truc comme ça. Je trouve un petit peu la même chose et est-ce une inspiration? Sûrement. Mais moi ça marche à fond. Et donc dans ce tome 2 par rapport au tome 1, on est beaucoup plus concentré sur Vesper. Du coup, l'histoire, on apprend vraiment à apprécier ce personnage, à la découvrir aussi, et ça avance. Même si ça va toujours aussi vite, il y a encore plein de péripéties, on avance bien. Et ce tome, bah, il appelle la suite, et on a envie de la lire, et on se dit, mais il va falloir un an avant d'entendre le tome 3 qui s'appellera Aurora Crux. Je ne sais même pas ce que c'est, je ne sais plus. Si, je crois qu'on le sait, ou pas. Si on sait ce que c'est l'Aurora Crux, on verra. Hein, dans ce tome 3, déjà, l'archimérite, on l'a rencontré. Euh, C'était en tout cas très très bien ce tome 2. Euh, pour les fans du manga Berserk, fans de manga déjà, donc si, en plus, si vous aimez Berserk, qui est de la Dark Heroic Fantasy, Dark Fantasy même tout court, je trouve que Vesper s'inspire énormément de Berserk. C'est même, j'ai presque envie de dire, une pas une copie, j'avais noté, une relecture, voilà, j'avais noté, une relecture très lointaine de Berserk, puisqu'on va retrouver des éléments très similaires à Berserk, mais suffisamment éloignés pour vraiment être autre chose et pas une vulgaire copie. Donc, je pense dans les sources d'inspiration, Berserk qui doit être bien présent aussi. Et ça permet vraiment de te détacher quand même de l'œuvre. Et j'ai beaucoup apprécié. Il y a les couleurs aussi. On en voit une page que j'ai prise en photo, mais ça rend pas très bien. Pas mal de jeux de couleurs entre des pages très très jaunes, hop, très chaleureuses, avec des pages beaucoup plus bleutées. Souvent, quand je n'en trouve pas. Voilà, plus bleuté. Par exemple, il y a des jeux de couleurs où là, voilà, on a des tonalités violettes. Je reste pas trop sur les pages, hein, je vous les montre très rapidement parce que sinon ça fait du gros spoil. Ce serait dommage si Vesper vous intéresse et j'espère que ça vous intéresse. La série est prévue en 6 volumes, donc là on n'est pas encore passé la moitié. Et un jeu vidéo était sorti l'année dernière, en novembre dernier, je crois que c'est un Tactical RPG, dans l'univers de Vesper. Des musiques qui sont reprises d'ailleurs. Il y a une musique, on le voit, je crois, sur une des pages, euh, où il y a une partition, voilà, tac. Il y a une partition est jouée à cet endroit-là. Et bien, c'est la partition d'un des morceaux du jeu vidéo qu'on peut trouver d'ailleurs sur YouTube. Donc, quand vous lisez, hop, vous pouvez mettre le petit son pour dire, eh ben oui, je lis la même chose que eux entendent. Hop, ça cache le quatrième mur. Voilà donc pour Vesper, ce tome 2. Passons à Conquête. Tac, Conquête. Alors, c'est une série de science-fiction qui va raconter l'arrivée d'êtres humains sur différentes planètes. Et vu que la série s'appelle Conquête et non Colonisation, vous pouvez vous douter que ça va se passer trop par la diplomatie. Encore pas toujours, puisqu'on en est au tome 9, les histoires ont varié un petit peu. Pour ce tome 9, du coup, on a l'armada africaine, sur un vaisseau issu du continent africain, qui arrive je sais plus comment ça s'appelle, enfin qui arrive à proximité de la planète Sandra, qui souhaitait où il souhaitait s'y installer, sauf que bah, sur cette planète qui est luxuriante, il y a tout ce qu'il faut pour avoir la vie, comme sur Terre, elle est quand même c'est un paradis sur Terre, et dans l'espace du coup. Sauf que bah, en fait, il y a seulement des insectes qui y vivent avec des plantes seulement. Il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de poissons, il n'y a pas de mammifères, il n'y a pas de petits mammifères non plus, de petits rats, il n'y a pas de dinosaures non plus. Donc ça interroge, on dit, c'est quand même étrange qu'il n'y a pas de,
ce genre d'animaux. Du coup, ils ont deux solutions. Soit ils essayent de s'installer sur la planète en analysant aussi pour savoir s'il y a un risque pour la population de l'armada. Soit ils continuent leur voyage pour aller un peu plus loin, pour aller sur une autre planète qui n'est pas forcément terrible non plus, mais en sachant que leur vaisseau, ils sont un peu vieux, ils sont en fin de vie. Il faut faire une décision, soit tu condamnes tout le monde, soit tu continues le voyage. Il faut choisir assez rapidement. Voilà l'histoire de ce Conquête tome 9. Saundra. Au niveau du scénario, c'est Olivier Perru, donc j'en avais parlé dans le tout premier épisode en janvier. Enfin, donc en février, mais pour janvier. Pour je sais plus quelle bande dessinée. Android, je crois. Donc Olivier Perru, c'est un scénariste qu'on va retrouver sur beaucoup de séries de l'éditeur Soleil Prod. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Oui, donc beaucoup de séries concept et aussi il a fait quelques séries spécialisées sur les mythes scandinaves et celtiques. On est raccord avec Druid, c'est formidable. Quant au dessin, ils sont deux, donc Louis et Kiko Duarte. Donc Kiko Duarte, j'en avais déjà parlé pour le tome 31 d'Elf. Donc beaucoup d'épisodes des mondes d'Aquilon. Et son premier album, notez que ce qui s'appelle De sang-froid. C'est un thriller. Et quant à Louis, c'est un dessinateur scénariste, hein, il a fait un peu le deux, qui fait toujours beaucoup de séries concept chez Soleil. Il est au dessin de Tessa, agent intergalactique, puisque c'est de la SF, c'est pour ça que je veux en parler. Et il a repris, oui, récemment Carmen McCallum, mais je pense que ça, je vais pouvoir en parler prochainement, puisque un nouveau tome va sortir, c'est une série que je suis. Généralement, les dessins de Louis, je suis pas trop fan, et je dois dire quand même que sur ce Conquête, ça passait plutôt bien. Quelle est la part de Louis, quelle est la part de Kiko Duarte dans le dessin, j'en ai strictement aucune idée, mais en tout cas, ça passait bien. Je pense que le coloriste Olivier Ebarn, il aide beaucoup, puisqu'on trouve toujours le même type de couleurs que toutes les autres séries, que ce soit les elfes, Android, Conquête, tout le truc, ou un peu les mêmes genres de couleurs. Je vais vous montrer quelques images. Donc c'est un volume qui était plutôt efficace hein, dans ce qu'il raconte. C'est bien rythmé. Ça, on comprend bien. C'est très bavard, mais le récit se déroule correctement. Il n'y a vraiment pas de défaut majeur. Voilà, le final, la conclusion de l'histoire, il y a quelques raccourcis qui sont pris. Mais bon, ça gâche pas non plus le plaisir de lecture de ce conquête numéro 9. Je me souviens plus de toutes les histoires de la série, mais en tout cas, c'était un bon volume. Tous ne sont pas forcément très bons. Enfin, pour tous très bons. Il n'y a pas d'erreur majeure dans la série. Il y en a qui sont moins intéressantes, des histoires moins intéressantes que d'autres, mais c'est normal dans des séries concept, hein, il y a toujours un peu à boire et à manger. Donc voilà sur Conquête, hein, je vais pas m'étendre plus puisque c'est un récit parmi d'autres, ça ne s'inscrit pas dans une grande série. Si, quand même, pour la série Conquête, les volumes sont vraiment tous déconnectés. Les humains, et à chaque fois, ils sont vraiment tous éclatés dans toute la galaxie. Pas envie de dire l'univers, mais on va rester sur Galaxie, c'est déjà suffisamment grand. Donc il y a quelques citations, je crois, une fois ou deux, mais ça s'arrête là et ça n'empêche pas du tout de découvrir les récits, commençant par le tome 9, le tome 7, le tome 2, le tome 1. Il n'y a pas de problème. Voilà pour Conquête. Hop. Et on passe à Outlaws. Outlaws, il y a plus de choses à dire, puisque c'est une série spin-off de la série Orbital. Orbital, c'est une série où on va suivre un humain qui fait équipe avec un ou une extraterrestre, on ne sait pas, puisque il n'y a aucun moyen de différencier cet extraterrestre-là, enfin le genre de ces extraterrestres-là, donc, et c'est inconvénient de demander. Du coup, il fait équipe avec un ou une extraterrestre pour des missions un peu diplomatiques un peu partout dans la galaxie, et il y a une grande histoire où il y a des complots à l'intérieur des complots, ce genre de choses. Il y a eu 8 tomes actuellement, ça fait 4 ans je crois que le tome 8 est sorti. Et du coup on a eu le droit à une série spin-off, Outlaws, qui va s'intéresser à la sœur de l'humain de la série Orbital.
Donc Sylvain Runberg au scénario, j'ai l'impression vraiment de le voir de plus en plus ces dernières années sur les séries de science-fiction, puisque j'en ai déjà en plus parlé euh, dans Optic Squad, et vu que si j'aime la science-fiction, c'est normal que je le rencontre de plus en plus, surtout quand il dessine de la science-fiction, quand il écrit de la science-fiction, ce n'est pas lui qui dessine. Son actualité en plus au mois d'août, bah là il y a eu du coup Outlaws et puis il a écrit aussi le premier tome de la série La Sourde. Je sais pas du tout de quoi ça parle, hein. Voilà, c'est juste qu'en une semaine il y a deux sorties en même temps. En juin il y a eu aussi les futurs de Liu Cixin, qui se prononce pas comme ça, je suis désolé. En même temps ça fait Liu Cixin, je crois, qui est donc une des adaptations en bande dessinée du romancier Liu Cixin. Et quant au dessinateur, Eric Chabert, ses premières BD déjà sont en 98 et depuis, bah, je trouve qu'il n'a pas fait tant de séries que ça. Il en a fait quand même quelques-unes, mais pas tant que ça pour quelqu'un qui a commencé en 1998. Donc il a fait un peu de SF, Nova Genesis et Uchronie. Et il a aussi dessiné des séries plus ancrées dans la réalité, Shadow Banking sur l'archive de 2008 et aussi les guerres d'Albert Einstein, donc sur Albert Einstein. Je crois même que Shadow Man King, l'idée vient de lui, du coup je pense qu'il doit être même crédité au scénario. Je vais vous montrer quelques images. Alors, voilà. Hop. Et je vais commencer. Donc, un gros point positif déjà de cette série spin-off, c'est qu'il n'y a pas de référence. Non, il y a des références. Non, il n'y a pas de référence à la série mère. On peut commencer à lire le monde d'Orbital, en commençant par Outlaws. Il n'y a aucun problème. Euh, L'histoire qui est racontée quand même dans ce tome-là, c'est un petit peu léger. C'est une story pardon, d'un personnage très secondaire de la série. Je crois que la sœur n'apparaît que dans le tome 6 sur 8 actuellement. Donc c'était pas forcément. Voilà, l'utilité de ce Outlaws, pour l'instant, bah, je la vois pas. C'était un petit peu léger, là, cette histoire. Tout ce qui était déjà voilà, tout ce qui était raconté dans la série mère se suffisait. Bon, bah, il y a eu cette série Outlaws. Euh, C'était bien de revenir au moins dans cet univers. Si la sortie de la bande dessinée, de la voir bien agencée dans les linéaires des magasins, si ça peut être plus numéroté tome 1, oui, tome 1, si ça peut permettre à des gens de commencer à lire Orbital parce qu'ils ont lu Outlaws, c'est très bien, tant mieux, puisque Orbital est une des meilleures séries de science-fiction de ces dernières années. Et j'y pense fortement. De plus, d'un point de vue du dessin, on est très proche de ce qu'on pouvait déjà retrouver dans Orbital. Donc il y a une certaine unité niveau couleur, même dessins qui sont différents, mais ça s'inspire pas mal. Euh, il y a une continuité, donc ça c'est vraiment pas mal. Je vais d'ailleurs vous montrer les images d'Orbital, j'avais pris un volume, le 2. Voilà. Tac. Voilà à peu près des images. Il y a le reflet toujours. Hop, la page gauche. Voilà, on retrouve les mêmes tons un petit peu grisâtres. Hop, d'autres dessins. Voilà pour, voilà pour Orbital, cette série. Donc on attend maintenant le tome 9 d'Orbital. Du coup, si vous pouviez le sortir, ce serait bien. Avec le tome 10 qui suit, puisque dans Orbital, les tomes par deux. Ni plus ni moins. C'est bien d'avoir les deux qui se suivent pas trop loin. Hop. Allez, passons ensuite à un comics. Avec la présence de Lady Kildare. Donc bah là, vous vous doutez bien que j'ai encore marché à fond sur la couverture, hein, une héroïne, une tenue ok, léger, un peu sexy, légère, aujourd'hui ça passerait plus, mais bon, ça passe avec moi, ça marche, le genre de dessin, ça fonctionne, hein. Je retrouve un petit peu de Phasm et de Soulfire sur ces genres de couverture, donc moi j'aime bien. Donc, Letty Kildare nous raconte l'histoire d'une fée, d'une princesse fée qui vit à New York. Voilà un petit peu près l'histoire de base du départ.
Donc c'est Brian Holguin qui est au scénario, qui a été aussi, qui a été, enfin, le personnage de Lady Kildare a été créé aussi par Brian Aberlin, ils l'ont créé à deux. Donc Brian Holguin est connu aussi pour ses histoires sur le personnage de Spawn et donc Lady Kildare. Il a aussi écrit des BD sur le groupe de musique Kiss, et ce ne sont pas des bandes dessinées autobiographiques. Mais imaginez ce qu'il faut raconter sur Kiss. Hein. Je n'en ai aucune idée, mais je pense que ça peut être pas mal. Hein. Mon imagination est par loin là. Et ensuite sur les dessinateurs, je vais plutôt me concentrer sur le dessinateur principal de la série qui est Jay Anecleto. Donc c'est un Philippin et qui a beaucoup fait de couverture. Et ensuite, bah, il est aussi beaucoup lié à aussi Dick Kildare, qui est quand même pas non plus un comics majeur. Donc voilà pour la présentation de Lady Kildare. Hop, quelques images. Et donc déjà on peut voir tout de suite les dessins. Les dessins par Jay Anecleto sont en couleur directe. Donc c'est un style de dessin qui était populaire à une époque, mais qui a disparu ensuite parce que certains trouvaient ça assez moche. Moi je sais que j'aime beaucoup. C'est aussi, oui, j'ai marché à la couverture, mais j'ai marché aussi au dessin où j'approche énormément. Il y a un changement, le changement de dessinateur se fait au milieu. Dans le chapitre 2, je n'ai pas compris pourquoi il y a ce changement de dessinateur. Si je peux montrer. Non, c'est pas le chapitre 2, ça doit être le chapitre 3 où il y a le changement de dessin. Qui s'explique pas. Non. On a des dessins différents. Hop. Voilà. C'est. J'aime moins, il n'y a pas de logique. Si c'était quand on est à New York, on a un style de dessin bah, un petit peu réaliste en couleur directe, puis ensuite on passe dans le monde des faits et on a des dessins, il y a une certaine logique. Ça permet bien de montrer le changement de monde. Mais là, non, c'est pas ça. Donc c'est un petit peu dommage. Sinon, en termes pour l'histoire, déjà l'histoire fait beaucoup penser à Fable. Donc à Fable, faire un petit résumé de cette histoire-là. Euh, Nous avons les personnages de contes de fées, donc comme la Belle au Bois dormant, Blanche-Neige, le Grand Méchant Loup, euh, Pinocchio, qui se retrouvent exclus de leur monde d'origine et qui s'établissent à New York pour survivre, même pour vivre à New York. Là, Lady Kildare, elle n'est pas exclue de son royaume, c'est elle qui s'est exclue elle-même et puis qui décide de vivre à New York parce que c'est plus sympa quand on est immortel, quand on a l'éternité devant nous, d'aller vivre dans le monde réel que dans le monde des fées où il se passe pas grand-chose. Là, pour faire les parallèles avec Fable, je trouve qu'il manque un truc à cette série pour vraiment décoller. Il n'y a pas de défaut majeur, hein. La série, il y a trois histoires, hein, et les trois histoires se suivent très bien. Surtout deux, la troisième c'est un peu différent, mais j'en raconterai. Voilà, il n'y a rien qui permet de démarquer. C'est un petit point, bah, c'est un point négatif, mais il n'y a pas de défaut, c'est bien fait, mais manque un truc pour décoller. Euh, c'est quelque chose en fait que j'avais retrouvé déjà avec Fathom et Soulfire, c'est l'iconisation du personnage. Voilà, on a un personnage qui sur la couverture qui est un peu seul et tout, c'est avec cette handicap et ça, voilà, il y a une certaine présence, même sur cette fiche, ce dessin-là, elle a une présence. Et je trouve que ça manque d'iconisation du personnage. Et on avait la même chose dans Phasm et Soulfire, où le personnage féminin, en tout cas, qui est super stylé, mais il manquait de prendre dans l'ampleur. Peut-être le format comics, qui est un format beaucoup plus petit que une bande dessinée, ça empêche de mettre peut-être des plus grandes cases, même si bon bah voilà, des fois on a des pages en grand, enfin il y a certaines fois peut-être des dessins, en tout cas peut-être liés aussi à l'époque, qui est plutôt fin 90, début 2000. Là il manque quelque chose, voilà. C'est toujours sur les dessins, c'est un petit peu dommage. Donc l'iconisation du personnage. Sinon les personnages, bah, ils sont comme bien présentés, on arrive directement dans l'histoire, hein, on passe pas trop la présentation de l'univers, ça se fait rapidement. On arrive directement dans une histoire avec une petite enquête, avec Lady Kildare et puis ses amis. Ses amis sont présentés aussi rapidement, mais on comprend très bien très vite qui ils sont et leur caractère, ce qui les caractérise, même s'ils sont assez monolithiques. Si on prend le Pug,
oui, j'appelle comme ça, c'est peut-être Puck en anglais, mais en français en tout cas, ça a été traduit par le Pug. Bah, c'est un type qui va foncer dans le tas. Hein, c'est un gros bourrin. Guigny la folle, bah, si elle s'appelle Guigny la folle, c'est qu'elle est un petit peu un pet au casque. Ceci dit, c'est expliqué. Mais bon, voilà, c'est ce qui caractérise les personnages. On va droit au but, ça avance bien, c'est toujours beaucoup de rythme. Donc non, non, c'est pas mal. La deuxième histoire est un peu plus courte, c'est un seul chapitre. Je l'aurais presque interverti. Enfin, j'aurais mélangé la première histoire avec la deuxième, et puis j'aurais pris la deuxième histoire et je l'aurais fait en single. Euh, Ça aurait presque été mieux. Enfin, j'imagine en tout cas que ça aurait été mieux, puisqu'on a une histoire, la deuxième, qui se situe uniquement à New York. Même, non, on dit des bêtises, ça se passe à Londres en plus, et ça se passe dans le passé, puisque vu qu'elle est éternelle, vu qu'elle est immortelle, elle a vécu des dizaines d'années, peut la situer n'importe où. Si on peut la situer dans l'Égypte antique, ça marchera aussi. Donc je sais pas, j'aurais mélangé peut-être l'histoire de la première histoire, je l'aurais mise dans le New York moderne comme ils voulaient faire, et la deuxième, ben, je serais allé dans le monde des fées comme ils font, comme ça permettait, hop, on place les personnages, on voit comment ils fonctionnent, et la deuxième histoire, hop, on change de décor et on passe dans le monde des fées, et on rencontre de nouveaux personnages. C'est peut-être quelque chose comme ça que j'aurais fait, c'est pas le choix qu'ils ont fait. J'accepte aussi, hein, ça se dit bien, donc c'est très bien. Et la troisième histoire, qui est découpée en trois histoires en fait, ce sont des nouvelles. Hein, voilà, là on a une bande dessinée, hein, et puis là à la fin, bah, on a une nouvelle. Donc ça s'appelle Une songe d'une nuit d'hiver. C'est des histoires sur les personnages qu'on a rencontrés avant, sur l'hiver. Donc voilà pour Kildare. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Hmm. Non, bah non, pas, voilà, pas grand chose, hein, chose en plus. Il y a le tome 2 qui sortira en janvier. C'était une réédition, hein, ces tomes de Lady Kildare. À l'origine, la série s'appelait Aria, mais quand ils ont fait la réédition, ils ont été obligés de l'appeler Lady Kildare pour des problèmes de droit par rapport à une autre bande dessinée qui s'appelle Aria. Mais aux États-Unis, la série s'appelle Aria. Voilà, donc on en parlera du coup en février ou en mars, quand le tome 2 sortira, parce que je le lirai très certainement, parce que je veux donner sa chance à cette série qui a du potentiel, mais j'aimerais bien la voir s'étoffer. Iconiser les faux personnages, c'est bien, surtout des personnages stylés comme Lady Kildare. Et passons du coup à la dernière histoire, hop, qui s'appelle Activist. Donc Activist, c'est une série que j'ai pu lire en publication, qui sortira seulement le 21 septembre, encore une bonne vingtaine de jours, toute une semaine. Donc Activist, ça nous parle d'un groupe de hackers qui s'aperçoit que y a la construction d'un immeuble à Miami par des Russes et ça les intrigue. Pourquoi les Russes construisent un immeuble à Miami? Et ben ils vont enquêter sur cet immeuble. Au scénario, on a Laurent Frédéric Bollet, qui est un journaliste et un scénariste de bande dessinée. Il fait vraiment les deux, hein, et il y tient. Aujourd'hui, c'est quand même plus d'une quarantaine d'albums de bande dessinée. Il s'est souvent fait remarquer quand même sur des bandes dessinées à caractère historique. Par exemple, on a Terra Australis, qui est sur la colonisation de l'Australie par les Anglais. Et on a surtout même, parce que celui-là il a eu une bonne critique, La Bombe, qui raconte comment on en est arrivé à la destruction et l'utilisation aussi de la bombe atomique sur Hiroshima. Et le dessinateur c'est Jehannes Holland, j'espère que je le prononce bien, qui est certainement pas le cas, hein, qui est un Brésilien, que j'ai retrouvé en fait sur quelques séries, enfin sur deux séries, Frost et Miami Vice aux États-Unis. C'est tout. J'ai pas trouvé d'autres travaux. Je ne sais pas s'il a fait d'autres choses, s'il a bossé aussi au Brésil. Pas trouvé plus d'informations. Hop, quelques images. Pouf, pouf. Voilà, donc je ne sais pas du tout si les hackers fonctionnent comme ils font dans la série, puisque là on a des hackers qui vont sur le terrain, qui vont s'infiltrer. Mais en tout cas, ça permet d'avoir une enquête qui se passe sur tous les fronts.
personne qui, un petit peu dans le genre de l'oracle dans Batman, qui coordonne tout le monde aux quatre coins du monde, qui pilote les personnes qui sont sur place à Miami. Bah ça fonctionne plutôt pas mal. L'histoire est agréable à suivre. Euh, on a donc une partie enquête dans vraiment sa première partie, puis dans la dernière partie, là c'est bon, là ça défouraille un petit peu dans tous les coins. On a de l'action, ça explose, vraiment voilà, une série d'actions. Euh, donc c'est pas mal, et on a pas mal de révélations sur la fin qui nous laissent sur un bon cliffhanger. Mais c'est bien fait, c'est pas comme on nous dit, ah, on nous sort un truc du chapeau et on fait ouais, bon, bah très bien, cliffhanger, mais bon, ça sort de nulle part. Là, il est bien fait, et samedi, j'aurais bien découvrir la suite. Je l'ai lu en pré-publication, est-ce que je la lirai à la suite, je sais pas. Pour l'instant, je ne pense pas, mais puisque on sort plutôt de mes séries, si je devais acheter finalement toutes les séries que j'avais envie d'acheter, m'en manquer ferait la tête. Donc je me concentre généralement plus sur la science-fiction, la fantasy, que j'apprécie beaucoup plus que des séries ancrées dans le monde réel. Donc ce début de série, ce tome 1, il est quand même plutôt réussi, donc à voir la suite. Et c'était tout pour ce mois-ci, hein, voilà, 9 petites bandes dessinées, enfin 9 séries, parce que bon, The Boys avait 3 gros volumes, Dorit était aussi 3 volumes, Les 10 kills d'arrêt c'était un pavé comme l'homme débrouillé, donc il y a eu moins de lectures, mais des plus grosses lectures. Hop, je vais revenir sur la scène principale. Donc voilà, c'est terminé pour le mois de les lectures du mois d'août. Le mois de septembre devrait être un peu plus chargé, hein. On va avoir un retour des séries des mondes d'Aquilon. Je crois qu'il y a au moins deux volumes qui doivent sortir. J'ai des séries de super-héros derrière moi, Invincible et My Hero Academia, le retour. Il nous a manqué ce mois-ci. Je vais avoir quoi d'autre de prévu. Bah non, là comme ça me revient pas. Mais il va y en avoir, ça va être sympa. Donc sur ce, bah moi je vais vous laisser pour ce soir. Donc je vais vous souhaiter de passer une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine, un bon mois. Et on se revoit du coup normalement le premier vendredi du mois de octobre qui sera le 7 octobre. À voir si je décale pas non plus le jour ou l'heure, je ne sais pas trop en fonction des activités que je vais faire. Donc, bah, je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien et des bisous. Ciao ciao.